Vous êtes prêt, David? Le masque pour les conférenciers n'est pas obligatoire. Oui, d'ailleurs, vous aussi, vous faire ça. Si vous pouvez vous mettre plus au centre, David. Ouais. Votre micro et mettez-vous au centre. Oui. Je suis chiant, mais... Non, mais vous avez raison. Vous pouvez y aller. Merci. Alors, 0, 8, 5, 2, 7, 0, 8, 9, 8, 8, 3, 6, 4, 3... Un petit peu dur quand même. Mais ces chiffres-là, vous pouvez les trouver dans cet ouvrage, les décimales de pi. Alors, un livre assez épais, il y en a combien? 1 million. 1 million des décimales de pi. Extraordinaire. 1974. Ah, peut-être qu'on en sait plus encore aujourd'hui. On va voir ça maintenant avec nos invités. Monsieur Jean-Paul Delahaye, mathématicien et informaticien à l'Université de Lille, et monsieur Benoît, inspecteur de l'éducation nationale en mathématiques et chargé de la semaine des mathématiques dans la région. Alors, petite question toute simple que je vais adresser pour commencer à M. Benoît. Pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter cette semaine des mathématiques et le rôle de pi finalement dans cette semaine des Pâques, parce qu'il y a une histoire de pi avec un jour et tout, enfin si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Volontiers, David. D'abord, je salue Jean-Paul Delahaye qui est de l'autre côté. Bonsoir à tous. Oui, je peux vous parler un peu de la semaine des mathématiques parce qu'il se trouve que je suis tombé dedans quand elle était petite, cette semaine de mathématiques. Maintenant, elle a grandi puisqu'elle a 10 ans, peut-être 11, je ne sais plus tout à fait, mais 11 ans, je crois. Et donc, cette semaine de mathématiques répond enfin, c'est une des réponses à un constat que nous faisons dans l'éducation nationale depuis un moment. On a remarqué parfois un désamour pour la discipline que nous, on trouve pourtant intéressante et merveilleuse et si intéressante à étudier. On n'a pas bien compris pourquoi cette discipline avait encore une image à l'époque voilà, un peu poussiéreuse, un peu quelque chose qui ne sert pas, ou qui est difficile, ou qui est trop abstrait, ou des choses comme ça. Et donc, parmi les mesures qu'on était amené à prendre, il y a eu justement plusieurs plans mathématiques qui sont succédés, et parmi ces mesures, on a décidé de célébrer les mathématiques pendant une semaine pour donner à cette discipline une image plus actuelle, une image plus dynamique, une image plus vivante, parce que les mathématiques sont vivantes. Nous en aurons encore la preuve aujourd'hui. Et puis, s'est posé alors la question de quand est-ce qu'on va la poser, cette semaine de mathématiques, dans le calendrier si chargé d'une année, qui ne comporte que 52 semaines, comme vous le savez. Donc, s'est posé la question, on la met quand, cette semaine de mathématiques? Et puis, on s'est souvenu que, en 1988, aux États-Unis, sur la côte ouest, à San Francisco, il y avait un endroit qui ressemble un peu à celui-ci, hein, donc il y a à peu près les mêmes motivations, les mêmes ambitions, c'est de populariser la science, c'est de médiatiser la science au plus grand nombre, et puis donc dans ce lieu un peu équivalent, il y avait un chercheur, un scientifique, qui a eu cette idée de célébrer le nombre pi le 14 mars. Alors, 14 mars. Oui, 14 mars. Alors, il faut savoir qu'on est aux États-Unis, hein, donc on donne la date à la façon anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on commence par le mois, et puis après, on donne la date du jour. Alors, 14 mars et 14-3, à l'anglais, ça fait 3-14, c'est-à-dire qu'on a là le début du nombre pi, le début que
tout le monde connaît, 3-14 bien sûr. Et donc le 14 mars, il a eu l'idée de célébrer, alors il s'appelle Larry Shaw, aujourd'hui il est décédé, mais il a eu l'idée de célébrer le jour de Pi, donc célébrer le nombre. Ils ont défilé avec les numéros, avec les décimales de Pi, ils ont fait des tartes, parce que en anglais, Pi se dit pie, comme la tarte. Donc le Pi Day, ils se sont amusés à... Ça tombe bien, en plus une tarte c'est rond. Hein. Donc ils se sont amusés à manger des tartes, à célébrer Pi. Et de fil en aiguille, c'est devenu peu à peu une journée internationale où on va célébrer Pi. Et même les mathématiques, maintenant l'UNESCO a décidé que le 14 mars serait la journée internationale où on célébrait les mathématiques. Et il nous a semblé assez rigolo, hein, c'est assez sympa, de pouvoir associer la semaine des mathématiques, de la coller avec cette date du 14 mars. Donc cette année c'est lundi. Lundi nous serons le Pi Day, donc on a un peu d'avance aujourd'hui à Capelle-la-Grande. Ça, c'était dû à notre structure. On ne pouvait pas beaucoup faire autrement. Alors, cette semaine des maths, c'est aussi l'occasion de valoriser, pas seulement le nombre pi, tout ce qui peut se faire autour des mathématiques, en particulier dans l'enseignement. Mais est-ce facile? Les élèves, quand ils sont devant des problèmes mathématiques, devant un concept mathématique, devant un chiffre absolument extraordinaire, le nombre pi, quelle est leur première réaction et comment procédez-vous pour répondre à leur attente ou leur faire découvrir, et ensuite ils auront une attente? Ça c'est une vaste question. On a maintenant une réflexion qui commence à être plus aboutie autour de l'enseignement des mathématiques. Il faut savoir une chose, David, c'est que les mathématiques, j'espère ne pas être contredit par Jean-Paul, les mathématiques sont une discipline éminemment abstraite. C'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup notre cerveau, notre réflexion, à partir de modèles qui sont, j'allais dire, issus d'un monde abstrait. Par exemple, alors, peut-être comme on n'est pas très nombreux, on peut avoir un peu d'interaction. Je vois qu'il y a une jeune personne avec nous, la plus jeune. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais quel âge tu as? 14 ans. Bon, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui était à l'école, qui maintenant est à l'école. Si je vais te poser une question, c'est pas un piège, hein. Combien ça fait 7 plus 4? 11. Vous voyez? Bravo, c'est la bonne réponse. Mais si je dis bravo, c'est pas parce qu'il a trouvé la bonne réponse. C'est parce que quand on pose la question à un jeune garçon aujourd'hui, en l'occurrence, 7 plus 4, il ne me dit pas 7 quoi plus 4 quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, aujourd'hui, d'être attaché au réel pour savoir que 7 plus 4, ça fait 11. Hein. C'est-à-dire qu'on sait tous que, en fait, c'est 7 spectateurs plus 4 spectateurs qui font 11. C'est 7 bâtons plus 4 bâtons qui font 11. Mais, j'ai oublié, je t'ai demandé ton prénom, je ne sais plus. C'est comment? Théo. Théo, lui, il n'a pas besoin de savoir de quoi on parle pour dire que 7 plus 4, ça fait 11. Il sait que quels que soient les objets qu'il va utiliser, quand il va mettre 7 et 4, ça fera 11 objets. Quels que soient les objets. C'est-à-dire qu'il est déjà dans un monde d'abstraction. Il est déjà dans un monde purement mathématique. Et bien, c'est pour ça que moi, je suis assez admiratif quand tu me réponds ça. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Parfois, on voit des enfants plus jeunes que toi, ils sont obligés de parfois manipuler, c'est-à-dire compter sur les doigts ou des choses comme ça. Ils ont besoin d'un support réel. Bon. Et toi, tu n'as pas besoin. Tu connais la réponse. C'est très bien. Bravo. Seulement, s'il sait faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'à l'école, il a commencé par manipuler. Comme nous tous d'ailleurs. Hein, j'ai pas demandé l'âge de tout le monde, mais on a travaillé les nombres et les chiffres avec des bûchettes colorées parfois, ou avec des jetons, avec des choses comme ça. C'est-à-dire que pour atteindre l'abstraction mathématique, eh bien, la première étape pédagogique que nous on met en œuvre, c'est de la manipulation. C'est pas très jeune, mais Jean-Paul sait peut-être que même dans des écoles d'ingénieurs, en université, on manipule aussi. Alors parfois c'est des ordinateurs, parfois c'est des concepts qui sont déjà installés. Mais on passe souvent par la manipulation pour pouvoir accéder à l'abstraction. Et le nombre pi, il est assez chouette pour ça.
j'avais dit dans un de nos échanges que c'était un peu l'ami du professeur de mathématiques. Parce que le nombre pi, d'abord, on verra sans doute avec Jean-Paul tout à l'heure qu'il a ce don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on peut le retrouver un peu partout en mathématiques. Donc on le retrouve aussi tout au long du cursus scolaire de nos élèves. Mais il permet aussi une approche expérimentale, une approche pratique. Et ça, j'ai du matériel, on peut essayer peut-être si on veut. Oui. Oui. Bah, Théo, tu viens? Allez, on va faire ça ensemble. Alors moi j'ai pris un cercle, un rond. Alors Jean-Paul nous dira tout à l'heure si ça correspond à l'intuition de... Attends, ça c'est un peu loin pour la caméra. On est dans une salle où habituellement on regarde vers le haut. Et là vous allez devoir regarder vers le bas, donc c'est pas très très pratique. Ça c'est un cercle. D'accord? Alors peut-être c'est une intuition, on nous dira, mais Archimède, c'est quand même 3 siècles avant Jésus-Christ, hein, c'est pas d'hier. Il avait cette intuition que la longueur du cercle, comme ça, qu'on appelle le périmètre, il y avait un rapport entre cette longueur-là et puis celle du diamètre. Voilà, c'est la première définition qu'on va donner à Mi. Alors ce que tu vas faire, c'est placer les piquets qui sont là à... ou alors tu tiens le cercle comme tu veux. On va repérer chaque diamètre, comme ça, tu vois. Voilà, donc entre les deux piquets, on a un diamètre, ok? On va mettre un deuxième ici. T'as vu? J'ai un assistant. Voilà, un troisième. Voilà, un quatrième. On pourrait aller plus loin, mais comme on a un peu le résultat en tête déjà, ça va aller. Et puis regarde, voilà ce qu'on va faire. On va regarder combien de fois on va retrouver le diamètre sur le périmètre complet. Pour ça, on va faire rouler le cercle. Tu vois, j'ai fait un repère ici. Par exemple, on va partir d'ici. Tu vas le faire avancer en roulant, sans frottement, sans glissement plutôt. D'accord? Et on va voir, lorsque ce repère sera retrouvé en haut, combien de fois on aura parcouru le diamètre. Et voilà. On y est. Donc, on va compter le nombre de diamètres. 3 et quelques. 3 et quelques. 3 et un petit peu plus. Et quelques. Bon, le 14, on ne l'a pas encore, hein, le 0,14. Par contre, on a l'intuition, effectivement, qu'on a, là, ici, merci beaucoup Théo, t'as été super. On a, oui, si tu veux rester, tu peux rester, hein, mais... Très bien. On a donc cette intuition que on est à 3, quelque chose. Alors on verra comment on détermine le 14 et le quelque chose. Mais ce qui est important dans ce genre d'exercice, c'est la notion de proportionnalité. On se dit que s'il y a un rapport, cette proportionnalité elle va traverser toute la scolarité des élèves bien au-delà. Et puis, lorsqu'on pense à proportionnalité, on cherche donc le rapport, et on cherche à savoir si c'est vrai pour tous les cercles, tout compte fait. Parce que ça, j'ai montré que ça faisait 3, quelque chose pour ce cercle-là, mais est-ce que c'est vrai pour tous les cercles? Si j'en mets un qui est de diamètre la moitié. Par exemple. Alors, c'est là où le modèle mathématique est intéressant, et la pensée mathématique est intéressante, et l'abstraction mathématique est intéressante, parce que je ne vais pas faire l'expérience pour tous les cercles qui existent, il y en a une infinité. D'accord? Par contre, mathématiquement, je peux définir ce que c'est qu'un cercle. Alors, il y en a un dont on se sert souvent, c'est le cercle de rayon une unité. Ça est très pratique, hein, mais je ne vous dis pas l'unité, ça n'a pas d'importance. Bon. Ce qui est important, c'est de savoir que n'importe quel cercle est un agrandissement ou un rétrécissement sans déformation de celui-là. Même celui du pneu de ma voiture? Bien sûr. Surtout celui-là d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'ils vont garder les mêmes propriétés. Et donc on va installer
cette proportionnalité entre le périmètre et le diamètre, dont on a ici cette première expérience qui a été réalisée par Théo, qu'on peut donc reproduire, parce que si on veut, on peut le faire avec des pièces de monnaie, on peut le faire avec des boîtes de conserve, avec des couvercles, avec ce qu'on veut, pour conjecturer effectivement la proportionnalité, et après, mathématiquement, l'installer dans la tête, dans ce monde mathématique si merveilleux et si abstrait. Voilà. Même si le calcul est plus compliqué, si admettons, au lieu de mettre un cercle, on mettait quelque chose qui soit plus un ovale, voire un carré, voire... est-ce qu'en reproduisant une expérience similaire, pas forcément la même, est-ce qu'on pourrait quelque part retrouver pi? Ou est-ce que c'est unique au cercle? C'est effectivement... alors, la réponse en deux temps, je veux bien. Hein. La définition de pi, telle qu'elle est donnée là, on prend un cercle, périmètre divisé par diamètre. La question du carré est intéressante, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est parce que on retrouve comme similarité avec ce que je viens de faire ici, c'est que quand on agrandit ou qu'on rétrécit un carré, ça reste un carré. C'est-à-dire qu'on aura toujours la même propriété. Il n'y a pas de déformation entre un carré et un autre, à part un agrandissement. Ça veut dire qu'on va retrouver, par exemple, une proportionnalité entre un côté d'un carré et sa diagonale, par exemple, la longueur de sa diagonale. C'est pas pi, hein, c'est racine de 2 en l'occurrence. Mais c'est le même principe. Un ovale, c'est complètement différent. Un ovale, on peut le transformer. Une ellipse, ça peut être plus aplati, plus large, c'est comme un rectangle. On ne pourra pas trouver de proportionnalité, on ne pourra pas installer de modèle comme ça. Alors, des élèves comme Théo vont suivre leur cursus, et puis ensuite ils vont aller plus loin, mais au bout. Une fois arrivés dans la vie d'adulte, de tous les jours et tout, deux choses. Est-ce qu'ils auront compris certaines notions mathématiques? Est-ce qu'ils auront compris que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'ils auront compris que le nombre pi, finalement, il peut leur être utile? Et puis, vont-ils devoir, parce que parfois ils disent les maths ça ne sert plus à rien, mais vont-ils devoir dans leur vie rencontrer pi de nouveau, en dehors du scolaire, et le mettre en pratique? Alors on pourrait présenter quelques petites animations, peut-être on le fera tout à l'heure. Oui, parce que forcément, pi, ils vont le rencontrer dans toutes les configurations qui relèvent du cercle ou du cylindre ou du code, etc. Lorsque Théo devra, j'allais dire, peindre une colonne de forme cylindrique, s'il veut connaître la surface à peindre, par exemple, l'air de cette surface, eh bien, va entrer en compte le nombre pi. C'est comme ça. Heureusement que pi existe, parce que lorsque Théo fera de la bicyclette et qu'il voudra voir combien de kilomètres il a parcouru, eh bien, sans le nombre pi, impossible de régler son compteur. C'est ce genre de choses qui, tous les jours, font que pi imprègne notre quotidien. On pourra retrouver pi, nous pourrons retrouver pi un peu partout. Peut-être pas partout, mais dans de nombreuses occasions. On pourra retrouver pi un peu partout, et on pourra retrouver pi un peu partout, mais sans forcément le connaître parfaitement. Il garde sa partie de mystère, il garde sa partie d'intrigue qui titille un peu tous les mathématiciens et tous ceux qui sont enclins au vertige des mathématiques. Ah quelle belle transition. Forcément, je m'adresse à vous, et je vais vous poser quelques questions. Et alors, je mets une petite note. Y a-t-il un rapport entre pi et le problème de la quadrature du cercle? Alors, il faudra nous expliquer bien sûr ce que c'est que la quadrature du cercle. Ouais. Est-ce que beaucoup de gens sont intéressés par ce problème? Et puis est-ce que finalement le nombre pi, pour nous tous, représente quelque chose d'important, ou bien c'est un nombre comme ça, parmi tant d'autres, puis c'est banal, ou bien il y a une caractéristique vraiment spéciale?
Ah oui, 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 oui. Oui. Alors, il faut le petit bouton. Oh, ben, c'est bon. Parfait. Donc, je vais vous parler un petit peu de pi. Alors, d'abord, vous avez un beau dessin là, qui a été fait par un de mes amis, Francesco Del Comité. Donc, ce sont les décimales de pi, ce sont les vraies décimales. Donc, il a enroulé comme ça pour faire un beau dessin. On ne les voit pas toutes, c'est dommage. Alors, donc je vais faire un petit exposé, pas très long, sur le nombre pi. Je vais parler de la quadrature du cercle, et puis on va voir que pi est un nombre très étudié et qu'il a introduit des problèmes, et en particulier celui de la quadrature du cercle, qui ont été étudiés pendant 2 millénaires avant d'être résolus. Et puis qu'il y a encore des questions mystérieuses qui sont posées à son sujet. Alors, quand même, ça serait dommage de ne pas avoir quelques décimales. En voici quelques-unes, en voici un peu plus. Si vous cherchez bien, quelque part, il y a 6-9 consécutifs, ce qui est un petit peu étonnant, mais bon, il n'y a pas d'explication particulière. Voilà, c'est ici, je ne sais pas si on voit. Voilà, c'est ici. Là, il y a 6-9 consécutifs dans les décimales, ce qui, statistiquement, était quelque chose d'improbable, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, le nombre de décimales qu'on connaît, c'est pas 1 million comme dans le livre là, de 1974, qui a été publié à l'occasion justement du calcul pour la première fois de 1 million de décimales de pi. Et à cette époque-là, les recordman, c'était des Français. J'en reparlerai un tout petit peu après. Aujourd'hui, on connaît 62 000 milliards de décimales de pi. Alors, vous me poserez la question peut-être tout à l'heure si ça sert à quelque chose. Je ne réponds pas pour l'instant. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'en fait, si on les imprimait, il faudrait 62 millions de livres comme celui-là. 62 millions de livres comme celui-là pour les imprimer toutes. Évidemment, personne ne les a jamais imprimées. Elles sont sur des disques durs, sur des bandes magnétiques, dans les mémoires des ordinateurs, et d'une certaine façon, aussi, on peut dire que personne ne les a jamais parcourues du regard. C'est pas possible. Alors bon, je réponds à la question concernant la quadrature du cercle, puisque c'est une expression que tout le monde connaît. Quand on veut parler d'un problème insoluble, on dit c'est la quadrature du cercle. Et il est sous-entendu, c'est impossible. Parfois, d'ailleurs, il est simplement sous-entendu, c'est très difficile, mais en fait, on va voir que la quadrature du cercle, c'est un problème impossible. Et il a un rapport avec pi, comme vous allez voir. Alors, ce problème, c'est un problème de construction à la règle au compas. C'est pour ça qu'il y a un dessin d'un compas et d'une règle. Et ce problème, il est particulièrement ancien. Alors, c'est un petit peu une légende. Hein. On n'est pas absolument certain de ces faits, s'ils sont réels. Donc, Anaxagore, un peu 500 ans avant Jésus-Christ, était emprisonné à Athènes pour impiéter, parce qu'il soutenait que la Lune ne faisait que refléter la lumière solaire. Sur quoi il avait raison. Et il se proposa dans sa cellule de quarer le cercle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, quarer le cercle? Ça veut dire qu'on se donne un cercle, par exemple, de rayon une unité, donc c'était pas le mètre à l'époque, mais enfin voilà, l'unité de l'époque, et on cherche à construire un carré qui va avoir la même aire. Quarer, c'est ça que ça signifie. La quadrature du cercle, c'est trouver, quand un cercle est donné, un carré qui a la même aire, la même surface, je veux dire tout simplement, en s'imposant des contraintes, parce qu'on peut le faire par approximation, des choses comme ça, ça ne sera pas aussi bien. La contrainte, c'est d'utiliser que qu'une règle et un compas, et en faisant des constructions successives. Donc on plante le compas en un point, on dessine un arc de cercle, on fait l'intersection entre cet arc de cercle et puis un autre arc de cercle, etc. Ça dessine des points, on rejoint 2 points par exemple en traçant une droite entre deux, ça fait une nouvelle droite, et petit à petit, comme ça, avec des constructions successives à la règle au compas, vous en avez tous fait, par exemple dessiner une belle rosace avec un compas, ou dessiner un triangle équilatéral avec un compas, vous avez tous fait des choses comme ça. On définit des points qui sont constructibles à la règle au compas, c'est comme ça qu'on en parle. L'exemple le plus simple que vous avez tous pratiqué, je pense, une fois dans votre vie à l'école, c'est tracer la bissectrice d'un angle. Donc vous avez 2 droites, là je les ai appelées D' et D.
qui se rejoignent en A, et vous voulez tracer la bisectrice de l'angle entre ces deux droites. Alors comment vous faites? Alors, vous pointez le compas ici, et vous tracez un arc de cercle, n'importe lequel, en fait, vous n'avez pas besoin de prendre un écartement précis, particulier du compas, et ça vous donne 2 points, B et C, sur chacune des droites D et D'. Ensuite, vous pointez le compas en C, vous dessinez un arc de cercle, j'ai dessiné une petite partie, vous le pointez en B sans changer l'écartement, ça vous donne un autre arc de cercle, et ces 2 arcs de cercle se croisent en un point C qui va effectivement permettre de tracer la bisectrice en rejoignant A et E. Donc ce point E qu'on a trouvé comme intersection de cette construction, ça va donner la bisectrice. Donc la bisectrice, c'est quelque chose qui est constructible à la règle et au compas. Il y a un problème très proche qui est la trisection de l'angle. Ça, c'est la bisection de l'angle. On coupe un angle en deux. Le problème de la trisection de l'angle, alors c'est très étonnant, puis ça a mis 2 millénaires à être démontré, c'est un problème qui ne peut pas être résolu de manière exacte à la règle et au compas. Donc, à côté d'un problème très simple comme la bisectrice d'un angle, tracer la bisectrice d'un angle qui est faisable à la règle et au compas, la trisection de l'angle est quelque chose qui n'est pas faisable à la règle et au compas. Alors il y a toutes sortes de constructions qu'on peut faire, je ne vais pas en détailler d'autres, mais par exemple si vous avez 3 points A, B et C et que vous voulez tracer une perpendiculaire à la droite AB qui passe par C, c'est possible en faisant une construction à la règle de compas. Vous pouvez tracer une droite parallèle à une droite donnée qui passe par un point de C, donc vous avez une droite ici par exemple celle-ci, et vous voulez tracer une droite parallèle à cette droite-là qui passe par A, vous allez pouvoir le faire, etc. La médiatrice, vous pouvez le faire. Il y a toutes sortes de constructions qu'on peut faire comme ça à la règle et au compas. Et cette notion est intéressante. Et cette notion, elle a intéressé les mathématiciens pendant 2 millénaires avec l'idée justement de résoudre le problème de la quadrature du cercle. Alors, le problème de la quadrature du cercle, c'est qu'on se donne un cercle, donc c'est une surface qui est déterminée, délimitée par le cercle, donc par quelque chose qui est courbe, et puis on veut trouver un autre objet, donc le carré, qui va avoir la même aire. Donc c'est cette idée de quadrature. Alors il y a toutes sortes de quadratures qui ont été proposées dans l'histoire. Léonard de Vinci en a proposé quelques-unes aussi, mais avant lui, Hippocrate de Chios en a proposé. Alors j'en ai dessiné ici 5, mais je ne vais pas les commenter, je vais juste expliquer ce que ça signifie. La partie qui est en bleu, en bleu, oui c'est ça, dans cette figure-là, elle a la même aire que le triangle rectangle qui est en dessous. Bon, c'est un petit raisonnement géométrique pour le démontrer. Ce qui veut dire que si on considère l'objet constitué de ces 2 sortes de lunes, là, ces 2 sortes de morceaux de lune, eh bien, cet objet-là, lui, va être quarable, parce qu'on va trouver un triangle rectangle qui va avoir la même aire, et à partir de ce triangle rectangle, on va savoir construire un carré qui a la même aire encore. C'est vrai aussi pour cette figure-ci, où il y a une partie qui est bleue, une partie qui est jaune, etc. Et puis, j'en ai mis une qui est facile à faire, c'est celle-ci. Donc ça, c'est une sorte de poisson. On voit bien qu'il est constitué de 6 arcs de cercle. 1, 2, 3, et puis après, soit un grand, soit 3 petits. 1, 2, 3. Et celui-ci, il est facile à aquarer, il n'y a pas besoin de faire de raisonnement géométrique, parce que la solution... Alors, je perds mon machin. Voilà. Parce qu'en fait, cette sorte de poisson là, qui regarde vers le bas, on voit qu'il est composé de 2 carrés. Donc, 2 carrés, on va savoir ensuite les transformer en un seul carré. L'aire de ces 2 carrés va être la même que la lunule qui est bleue ici, parce que ce qu'on a en plus ici, on l'a en moins ici. Ce qu'on a en plus ici, on l'a en moins ici, et ce qu'on a en plus ici, on l'a en moins ici. Donc finalement, par rapport aux 2 carrés, ce qu'on a dans cette figure, c'est la même aire, puisque à chaque fois qu'on enlève quelque chose, il y a un autre endroit où on rajoute la même aire. Donc, quarer cette lunule-là, c'est facile. Pour les autres, c'est un raisonnement géométrique. Alors, ces problèmes de quadrature sont intéressants. Je ne vais pas tout détailler, mais on va apprendre,
regardant les constructions géométriques, que quand on a deux nombres dont la longueur correspond à un segment qui est dessinable à la règle et au compas, et bien en fait, donc ce qu'on va appeler les nombres qui sont dessinables à la règle et au compas, on peut s'intéresser à leur somme, ça c'est facile, il suffit de mettre les segments bout à bout, il va être aussi dessinable à la règle et au compas, constructible à la règle et au compas. Mais, plus intéressant, si on a deux nombres, on va pouvoir faire le produit de ces deux nombres-là à la règle et au compas. On va pouvoir calculer l'inverse d'un nombre qui est dessinable constructible à la règle et au compas, par cette construction-là, etc. Et puis, plus intéressant, parce que ça va être important pour la suite, on va savoir aussi calculer la racine carrée d'un nombre qui est constructible à la règle et au compas. Donc voilà, je ne détaille pas ça, c'est des petits raisonnements de géométrie, mais... alors, ce qui est amusant dans cette histoire-là, c'est que donc, les mathématiciens grecs ont essayé de coirer le cercle, donc ils ont dessiné des lunules dans le but, en quelque sorte, de s'exercer à coirer des surfaces qui étaient un peu compliquées, mais jamais personne n'a proposé une solution satisfaisante du problème de la quadrature du cercle. Et puis, le problème a continué à intéresser les mathématiciens, professionnels et amateurs, à tel point d'ailleurs que l'Académie des sciences de Paris était submergée par des mémoires que les mathématiciens plutôt amateurs lui envoyaient et qui proposaient des solutions qui, en général, à chaque fois qu'on les examinait, se révélaient fausses. Toutes celles qui ont été envoyées se révélaient fausses. Donc l'Académie des sciences a décidé un jour qu'elle n'examinerait plus les solutions aux problèmes qu'on lui proposerait pour la quadrature du cercle et puis pour quelques autres problèmes, la duplication du cube, excusez-moi, la trisection de l'angle que j'ai évoqué tout à l'heure, et le mouvement perpétuel. Alors les physiciens savent bien que les mouvements perpétuels, ça ne peut pas exister. La duplication du cube, ça revient à construire à la règle et au compas quelque chose qui soit la racine cubique de 2. On se donne un cube et en fait on veut, par des constructions à la règle et au compas, trouver le côté d'un cube qui est comme volume la moitié du cube qu'on s'est donné au départ. Bon, tous ces problèmes-là semblaient impossibles à résoudre, sauf que quand l'Académie des sciences a pris cette décision-là, personne n'avait prouvé que c'était impossible. Alors, le problème va se résoudre dans le cours du XIXe siècle. Et ça, c'est quelque chose de remarquable, puisqu'après avoir séché pendant 2000 ans, les mathématiciens vont réussir à maîtriser suffisamment bien toutes les idées qu'il y a derrière ce problème de la quadrature du cercle pour trouver la solution qui va être négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon de construire à la règle et au compas un carré qui ait la même surface qu'un cercle donné. Alors, la première étape vient d'un mathématicien français, Pierre Wenzel, qui a réussi à caractériser les nombres qu'on peut construire à la règle et au compas. Alors, je donne cette caractérisation, elle est assez simple en fait. Vous prenez des entiers, par exemple 123. Alors ça, 123, c'est facile à construire à la règle et au compas. À partir du moment où on dispose de la longueur 1, on la met 123 fois à côté, et puis on a le nombre 123. Puisque quand on a un nombre qui est constructible à la règle et au compas, on sait construire la racine carrée, racine de 123 va être constructible à la règle et au compas. D'accord ? Alors, ça saute quand je ne veux pas. Alors, pour le nombre qui est à côté, qui est plus compliqué, racine de 1 plus racine de 3 plus racine de 5 plus racine de 7, organisé comme c'est dessiné, ça aussi c'est constructible à la règle et au compas. Ben, on va procéder étape par étape. On va d'abord construire 7. Une fois qu'on aura construit 7, en faisant des constructions à la règle au compas, on va construire racine de 7. Ensuite, on va construire 5, puis on va additionner 5 et racine de 7. Ensuite, on va prendre la racine de 5 plus racine de 7, etc., etc. En quelques étapes, on va réussir à construire ce nombre-là. Et puis, j'en ai présenté un autre un peu plus compliqué. Même chose, étape par étape, on va pouvoir construire ce nombre-là. Alors, ce serait valable pour n'importe quel nombre ? N'importe quel nombre qui peut s'écrire avec des racines carrées. D'accord. Donc c'est ça, ce sont les nombres qu'on obtient en utilisant un nombre fini de fois les opérations parmi addition, soustraction, multiplication, division et racine carrée. Tous les nombres qu'on peut obtenir de cette façon-là, donc qui ont des expressions du genre de celles qui sont écrites en dessous, on va pouvoir les construire à la règle et au compas. Alors ça, d'une certaine façon, j'ai expliqué comment on s'y prend, puisqu'on va procéder étape par étape, mais ce que démontre Pierre Wenzel, c'est plus que ça.
il démontre que réciproquement, si un nombre est constructible à la règle et au compas, il est de cette forme-là. Donc ça, c'est plus difficile. Et ça provient simplement de l'étude des équations qu'il faut résoudre quand on calcule l'intersection de droites ou l'intersection d'une droite avec un cercle. Voilà. Mais la partie difficile de sa démonstration, c'était de dire les nombres constructibles à la règle et au compas sont de cette forme-là. L'autre partie était plus facile. Alors, un problème qui a aussi intéressé les mathématiciens pendant longtemps, c'était le problème de savoir quels sont les polygones réguliers qu'on peut dessiner de manière exacte, qu'on peut construire à la règle et au compas. Alors, il y en a deux que vous connaissez et que vous savez construire à la règle et au compas, c'est le triangle équilatéral. Je pense que vous voyez tout de suite comment il faut s'y prendre pour construire à la règle et au compas un triangle équilatéral, et puis le carré. Le carré, bah oui, si on a un côté donné, il faut savoir faire la perpendiculaire au premier côté, au deuxième, prendre les longueurs, et puis on a un carré. Donc, le triangle équilatéral et le carré, ils sont faciles à construire à la règle et au compas. Par contre, le pentagone, c'est plus difficile, puis c'est peut-être même pas évident du tout. Bon, il y a une construction que je ne vais pas détailler ici, elle est représentée là. Et puis, il y a d'autres polygones qu'on sait construire à la règle et au compas, et en particulier, le polygone à 17 côtés, on sait le construire à la règle et au compas. Si vous arrivez à lire ce qu'il y a en bas, c'est expliqué, mais je ne vais pas le commenter. Et puis, il y a d'autres polygones qu'on n'a jamais réussi à construire à la règle et au compas. Par exemple, le polygone de 11 côtés, on ne sait pas le construire à la règle et au compas. Et il y a un magnifique théorème qui a été démontré par Gauss et Wenzel, qui dit quels sont les polygones réguliers qu'on peut construire à la règle et au compas. Et je vous donne la réponse. Ce sont tous les polygones réguliers dont le nombre de côtés peut s'écrire sous la forme une puissance de 2, donc 2, 4, 8, multiplié par des nombres premiers, à condition que les nombres premiers soient tous de la forme de la puissance n plus 1. Bon, c'est un petit peu compliqué comme énoncé. Oui, là c'est un petit peu, oui. Oui, mais c'est quelque chose qui est magnifique, vous le comprenez bien, d'avoir réussi à caractériser, à savoir quels sont les polygones qu'on va construire à la règle et au compas. Et évidemment, pour ceux qu'on montre constructibles à la règle et au compas, on sait le faire. Et ces constructions et tout, ils ont un rapport avec pi ou ça va venir après? Alors, le rapport, c'est qu'on s'intéresse, quand on se pose le problème de la quadrature du cercle, on cherche à savoir en fait si pi est constructible à la règle et au compas, ça revient à ça. Et donc, réussir à maîtriser la notion de nombre constructible à la règle et au compas, ça va nous approcher de la solution. Et alors la solution, ben, on y est presque, je ne vais pas évidemment donner les détails de toutes les démonstrations, et c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir aussi aux diverses sortes, aux diverses catégories de nombres qui existent. Alors, je vais les parcourir rapidement, enfin, pas toutes d'ailleurs, celles qui sont représentées ici. Bon, il y a les entiers, tout le monde connaît les entiers, 1, 2, 4, etc. Les entiers. Positifs, ce qu'on appelle les entiers tout court souvent. Il y a les entiers relatifs, où on rajoute les négatifs. Donc, on va avoir -1, -3, etc. Donc ça, c'est une catégorie de nombres qui est un peu plus grande. Ensuite, il y a les nombres qui sont des quotients de deux nombres entiers. Par exemple, 1,5 ou -1,5, c'est un quotient de deux nombres entiers, 2 septièmes aussi, et puis 2,25 aussi, parce qu'en multipliant par 4, on va obtenir ça sous la forme d'un quotient de deux entiers. Ça va faire 4,5, ça va faire 9 quarts, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a d'autres nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers. C'est ce qu'on appelle donc, les nombres algébriques. Enfin, une partie de ces nombres-là, c'est ce qu'on appelle les nombres algébriques. Et par exemple, le nombre racine de 2, vous n'arriverez jamais à l'écrire sous la forme d'un quotient de deux entiers. Ça, c'est un résultat qui est très ancien aussi, puisque Pythagore connaissait ce résultat-là, il savait le démontrer. Racine de 2 ne peut pas s'écrire comme un quotient de deux entiers. Et puis, il y a une question qui se pose tout à fait naturellement, c'est tous ces nombres qui s'écrivent avec des racines, racine de 2, racine cubique de 2, ou les nombres constructibles à la règle compas, comme j'en montrais quelques-uns tout à l'heure, est-ce que ces nombres-là, ça représente tous les nombres possibles? C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les nombres réels. Et la réponse, c'est non. Il existe des nombres qui ne sont pas algébriques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme de racines imbriquées, comme racine cubique de 1 plus racine cubique de 3, ou des choses comme ça. Mais il existe des nombres qui échappent à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les nombres transcendants. Alors, le
le nom fait un petit peu rêver d'ailleurs, transcendance, c'est génial. Et là où la solution définitive du problème de la quadrature du cercle va survenir, c'est que justement, on va démontrer que pi est un nombre transcendant, ce qui signifiera en particulier qu'il n'est pas algébrique, et ça signifiera en particulier qu'il n'est pas constructible à la règle compas. Et alors, ça va se faire en 3 étapes, je le décris très rapidement. D'abord... Pardon, juste avant que vous continuiez, Benoît, est-ce que les étudiants, les élèves, tout ça, ont conscience de la richesse de ce que vient de nous montrer Jean-Paul? C'est-à-dire, regardez tous ces ensembles, on a des entiers, on a des rationnels, on a des nombres algébriques, et est-ce qu'ils ont conscience que c'est aussi vaste que cela? Eh bien, on l'espère, puisque toutes ces familles de nombres que vient de nous présenter Jean-Paul sont vues tout au long de la scolarité des élèves. Donc effectivement, alors, on peut espérer que beaucoup de professeurs ont le talent de Jean-Paul pour pouvoir nous amener comme ça si rapidement à la transcendance de certains nombres, hein, parce que en règle générale, à l'école, c'est plus long. Hein, on met quelques années avant de découvrir que pi est transcendant. Mais c'est même, peut-être on dira plus loin tout à l'heure, parce que non seulement pi, on va voir ce qui est un nombre transcendant, mais aujourd'hui, puisque dans un planétarium, il ne faut pas rater le parallèle, on se demande si ce n'est pas un nombre univers. Donc peut-être en parlerons-nous tout à l'heure. Alors, donc j'explique comment, historiquement, les choses se sont passées, c'est intéressant. Donc il y a le mathématicien Joseph Liouville qui en premier a démontré qu'il existait des nombres transcendants. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme de série de racines, mais c'est même un peu plus général que ça. Et il en a écrit un explicitement, et il a démontré, donc un raisonnement, qui montre que ce nombre-là était transcendant, c'est-à-dire ne pouvait pas s'écrire sous la forme d'une série imbriquée de racines carrées, une chose comme ça. On écrit 0,1, et puis ensuite on met des 0 et des 1, en plaçant les 1 en positions qui sont ce qu'on appelle les nombres factoriels. C'est-à-dire, c'est 1, c'est 1 fois 1, 2, c'est 1 fois 2, 6, c'est 1 fois 2 fois 3, 24, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, et puis factoriel n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Et en mettant des 1 dans cette position-là, donc en ayant des séquences de 0 qui vont être de plus en plus longues, on construit un nombre explicitement, on l'a sous les yeux, qui dont on démontre qu'il est transcendant. Alors ensuite, il y a 2 autres mathématiciens qui ont joué un rôle dans cette histoire-là. Le premier, c'est Charles Hermite, qui a démontré que le nombre E des logarithmes, alors j'insiste pas, peut-être que les jeunes auditeurs ici, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, ils ne connaissent pas E, est un nombre transcendant. Donc ça, c'est plus intéressant que le résultat de Liouville, puisque E, c'est un nombre que les mathématiciens ont rencontré, et non pas un nombre artificiellement construit comme celui de Liouville. Et puis finalement, le triomphe de tout ça, c'est Ferdinand von Lindemann, c'est un mathématicien allemand, qui a démontré que pi est transcendant. Et ça résout le problème de la quadrature du cercle, parce que si pi est transcendant, il n'est pas algébrique, et s'il n'est pas algébrique, il ne peut pas être construit à la règle au compas. Donc c'est pas la peine de chercher à construire pi à la règle au compas. Le problème qu'on a tenté de résoudre pendant 2000 ans n'est pas résolu, ne peut pas être résolu. Moi, de temps en temps, je reçois des gens qui me proposent des solutions. Je ne les regarde pas très attentivement, souvent d'ailleurs, c'est pas très bien rédigé, mais c'est perdre son temps. Il a été démontré qu'on ne pourrait pas résoudre le problème de la quadrature du cercle, c'est-à-dire construire un carré qui a la même surface d'un cercle donné. Alors, je ne vais pas parler encore très longtemps, mais je vais un petit peu évoquer quand même le calcul de pi, parce que pi, tout à l'heure je vous ai montré quelques décimales, je vous ai dit qu'il y en avait 62 000 milliards qui étaient calculés. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ça nécessite un livre entier. Mais on fait comment pour calculer 62 000 milliards de chiffres pas virgule? Oui, on utilise des ordinateurs, on ne les calcule pas à la main. Alors je vais vous parler un petit peu de l'histoire progressive de ça. Alors, les Babyloniens, alors on ne sait pas trop pourquoi vraiment, ils avaient compris que 3 c'était pas suffisant, et donc ils utilisaient des méthodes de calcul qui en gros reviennent à considérer que pi c'est 3 plus 1/8. Alors 1/8 c'est un peu léger par rapport à 3/14, bon, voilà. Ensuite les Égyptiens avaient une méthode algorithmique
calculer des aires. Et quand on analyse la méthode qu'ils utilisaient, ça revient, c'est ce qu'on appelle la méthode de la neuvième, ça revient à considérer que pi est égal à 16 neuvièmes au carré, c'est-à-dire 3,16, 0, 449, etc. Ce qui n'est pas très loin de pi. 3,16, c'est pas 3,14, mais enfin c'est à 1% près la bonne valeur de pi. Donc, voilà. Pourquoi ils utilisaient cette méthode-là? Sans doute qu'ils avaient trouvé ça en expérimentant, mais le vrai progrès dans la compréhension du nombre pi, il vient d'Archimède. Et Archimède, dans un mémoire qui s'appelle De la mesure du cercle, d'abord il démontre que quand on dit que le périmètre d'un cercle c'est 2 pi r, et quand on dit que l'aire d'un disque c'est pi r2, pourquoi est-ce que ça serait la même constante pi qui interviendrait dans les deux formules? C'est pas du tout évident. Ça pourrait être une autre constante, il pourrait y avoir une certaine constante qui intervient pour le périmètre et une autre constante qui intervient pour l'aire d'un disque. Il fait un raisonnement, alors j'aurais pu vous le présenter ici parce qu'il n'est pas très compliqué, qui démontre que c'est la même constante qui intervient dans le cas du cercle, du périmètre du cercle et dans le cas de l'aire du cercle. Et puis ensuite, il fait des calculs. Je dis bien, il fait des calculs, c'est-à-dire en fait, il ne va pas prendre un double décimètre ou l'équivalent qui pouvait exister à l'époque et puis faire des mesures. Non, il fait des calculs exacts ou approchés, c'est-à-dire il maîtrise bien l'erreur qu'il fait, avec des polygones qui ont 6, 12, 24, 48, puis 96 côtés. Donc, et il arrive à trouver l'encadrement que pi est compris entre 223 71e, c'est une valeur par défaut, et 22 septième. La valeur 22 septième, beaucoup de gens la connaissent. Voilà. Donc il arrive à être sûr et certain, par le raisonnement et le calcul, que pi est compris entre deux nombres rationnels qui valent 3,1408 et 3,1429. C'est plus précis que les Égyptiens. Alors ensuite, bon, il y a toutes sortes de progrès, mais là je ne peux pas les détailler. Juste, j'ai mis, je ne sais pas si on peut lire, si on peut lire, c'est bien, quelques étapes dans le calcul. Alors, les étapes remarquables, c'est qu'on a pu calculer 100 décimales de pi. C'est John Machine, c'est un anglais, en 1706, il a calculé 100 décimales de pi, c'est un progrès. Et les méthodes qui sont utilisées pour ces calculs-là, pendant toute cette période, jusqu'à William Shanks, que je vais mentionner, c'est des méthodes qui, en gros, sont équivalentes à celles d'Archimède. C'est-à-dire que sur le plan du raisonnement et de la compréhension mathématique, c'est en gros un peu la même chose que Archimède. Et je m'arrête un petit peu à William Shanks. Donc, tout ça, ce sont des calculs qui sont faits à la main. Il n'y avait pas de machine à calculer à cette époque-là. Et William Shanks, en 1874, il calcule 700 décimales de pi. Malheureusement, il commet une erreur. Et il n'y a que les 527 premières qui sont justes. Et alors, il y a une petite histoire amusante à propos de ça. C'est que le Palais de la Découverte à Paris, je ne sais pas si vous le connaissez, il contient une salle pi, qui est une salle ronde, dont je reproduis une photo ici, sur laquelle il y a les décimales de pi qui sont écrites sous la forme d'une sorte de spirale. Et quand le Palais de la Découverte a été construit, c'était un peu avant-guerre, ils ont utilisé les décimales de William Shanks, qui n'avaient pas été recalculées et dont on ne s'était pas aperçu qu'elles étaient fausses. Et donc, la première fois que le Palais de la Découverte a été construit, il contenait des erreurs à partir de la décimale, je disais 527. Ensuite, évidemment, quand on s'est aperçu de l'erreur de William Shanks, les décimales du Palais de la Découverte ont été corrigées. Et aujourd'hui, celles qu'il y a sont justes, évidemment. Alors, je me perds. Alors, ensuite, on est arrivé à l'époque des machines. Et dès que des ordinateurs un peu sérieux ont commencé à exister, donc des machines à calculer un peu sérieuses, des machines électroniques, et la première importante, c'est l'ENIAC, on a utilisé ces machines, c'est une sorte de fascination humaine pour le nombre pi, pour calculer 2000 décimales de pi, 2037 exactement. Et donc là, pour le coup, la machine a battu le calculateur humain, et les décimales d'ailleurs calculées par l'ENIAC sont justes, elles ne sont pas fausses. Alors ensuite, on arrive, alors il y a toutes sortes d'étapes intermédiaires que je saute, on arrive à
une série de records qui vont être atteints donc, à partir de l'ENIAC, qui vont être des progrès par rapport à l'ENIAC, et on va vite passer de 2000 à 10 000, à 50 000, à 100 000, et ce sont des Français qui, les premiers, arrivent à 1 million. Et le livre que vous avez, qui est sur la table là, où il y a 1 million de décimales de pi, c'est l'impression des calculs, des 1 million de décimales qui ont été calculés par Martine Bouillet et Jean Guidou. Donc voilà, là j'ai reproduit des pages. Alors, 1 million c'est beaucoup, c'est fascinant, mais on a été beaucoup plus loin depuis. Et puis je vais juste vous indiquer les 3 derniers records, donc, qui datent de 2019, de 2020 et de 2021, et le record de 2021 par Tim Davis de l'Université des sciences de Grison, Bruxelles d'ailleurs, qui a calculé 62 000 milliards, je ne donne pas tous les chiffres exacts, décimales de pi, en ordre de grandeur, 62 000 milliards de décimales de pi. Il faut noter que le calcul a duré 108 jours. Donc la machine puissante qui a été utilisée pour faire ce calcul, elle a quand même calculé 108 jours. Et la vérification, en utilisant une technique que je pourrais expliquer, qui consiste non pas à tout recalculer, mais à vérifier que les décimales, à partir d'un certain moment, correspondent bien à ce qu'on calcule, en utilisant une méthode qui permet d'accéder aux chiffres de pi sans avoir à calculer ceux qui sont avant. Donc la vérification qui est faite, parce que tous les records que je mentionne ici correspondent à des calculs qui ont été faits au moins 2 fois. Parce qu'on ne peut pas considérer que quelqu'un qui fait un calcul une fois, comme il a une chance, son calcul est juste, puisque s'il se trompe, personne ne va s'en apercevoir. Donc il était exigé, en gros pour battre le record et être pris au sérieux, que le calcul soit fait 2 fois. Mais dans le cas, par exemple, du calcul de 2021, la vérification que le premier calcul est juste se fait non pas en recalculant toutes les décimales, mais juste en recalculant les décimales à un certain endroit, vers la fin, évidemment, pour s'assurer que le calcul est juste. Donc voilà, alors je disais à l'instant que ça fait 62 millions de livres de 1 million de caractères, comme ce livre-là. Et si on les lit à raison d'une par seconde, il faut 2 millions d'années. Donc personne ne les a lus. Et voilà le genre de machine qui fait les calculs. Et puis je m'arrête là pour laisser la place aux questions. Et en avoir autant, 62 milliards, en dehors du record, est-ce que ça sert à quelque chose pour nous? Et est-ce que ça peut avoir, par exemple, dans les algorithmes que l'on recherche qui permettent de les obtenir, est-ce que ça peut être étudié pour que pédagogiquement on en tire quelque chose? Ou est-ce que c'est juste, on va battre le record? D'abord, c'est avant tout, il faut quand même l'admettre, un record, comme monter en route d'Everest, ou des choses comme ça. Maintenant, apprendre à manipuler des nombres très longs, et à les manipuler efficacement, c'est-à-dire à faire des multiplications entre nombres très longs rapidement, c'est quelque chose qui est utile en particulier en sécurité informatique, en cryptographie, parce qu'un certain nombre d'algorithmes manipulent des grands entiers, et donc savoir les multiplier rapidement, c'est utile. Et puis il y a une autre utilité qui est parfois évoquée, mais moi j'y crois à moitié, je pense, c'est de dire, quand on conçoit un processeur ou un système informatique un peu complexe, lui faire un calcul et regarder que le calcul est juste, par exemple la millionième décimale qui doit être calculée par le processeur ou par le système informatique qu'on a conçu, c'est une façon de vérifier que le système est fiable et robuste pour faire des grands calculs et qui ne commet jamais d'erreur. Bon, mais ça, il y aurait bien d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser pour faire ça. Donc, l'utilité pour un physicien, elle est nulle. Un physicien, il va avoir besoin de 20 décimales, et puis au-delà de 20 décimales, au maximum, disposer de plus de décimales de pi ne sert à rien. Savoir manipuler bien des grands entiers, ça par contre c'est utile de manière générale en sécurité informatique, je le disais. Et puis sinon, maintenant c'est le plaisir du record. Et est-ce que le plaisir de construire un algorithme qui permet d'aller trouver, je ne sais pas moi, la 128e, le 128e nombre après la virgule, un chiffre après la virgule, ou le 418e, est-ce que, disons, c'est un peu du même ordre, le record,
ou pédagogiquement, ça peut être utile pour des futurs élèves. Alors là, je pense honnêtement que ça dépasse l'ambition de l'enseignement des mathématiques jusqu'au lycée, clairement. Par contre, il y a toute une partie d'Exposé de Jean-Paul qui fait écho à ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend au collège, ce qu'on apprend au lycée, en particulier avec les nouveaux programmes qui se mettent en place au lycée, où on revient à enseigner aussi l'histoire des mathématiques et comment la construction des notions mathématiques et des chiffres et des nombres s'est opérée au cours du temps. L'exemple d'Archimède, c'est quelque chose qui se fait, et c'est aussi par cette représentation qu'avait Archimède d'approcher un cercle avec des polygones de plus en plus de côté, qui a permis on peut faire tous expérience hein, dans la tête, on peut imaginer un triangle, un polygone, voilà, à 3 côtés de même longueur, polygone régulier, et puis on va multiplier par 2 si on veut le nombre de côtés, 6 côtés on l'imagine encore, 12 ça devient difficile, 24, imaginez encore, et vous allez très vite, dans votre tête, va se dessiner en fait un cercle. Et ça c'est aussi la puissance des mathématiques, de la représentation du modèle, c'est-à-dire que Archimède, il avait ça en tête, hein, il savait que plus on allait prendre un polygone avec un nombre de côtés de plus en plus grand, plus on allait approcher le cercle. Et comme il sait calculer des longueurs de segments, hein, alors qu'un arc de cercle, on ne savait toujours pas, mais un longueur de segment, on sait faire, il sait le faire, eh bien, on pouvait approcher comme ça la valeur du cercle, enfin, le périmètre du cercle, et donc approcher une valeur de pi. Ça c'est vu à l'école, aujourd'hui. Et donc ce processus qui permet pas à pas d'approcher une valeur, aujourd'hui on le sait, inatteignable définitivement, ça contribue à la pensée algorithmique, en fait, complètement. Et je me suis posé une autre question, je ne sais pas qui des deux pourra vous poser, mais vous parliez tout à l'heure du nombre de pi. Est-ce que c'est le même pi pour un cercle que pour un volume, que pour tout ça et tout? Mais est-ce que c'est le même pi qu'en physique? Alors, la question du pi en physique, elle est délicate. Quand on parle du périmètre d'un cercle, ou de l'aire d'un cercle, en mathématiques, en fait, on utilise un modèle de l'espace, ou du plan, qui est un petit peu idéalisé. Et les physiciens savent que ce modèle n'est pas exact. C'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale. Ils savent que, en fait, la présence d'une masse dans l'espace déforme l'espace qui devient en quelque sorte un peu courbe. Du coup, si vous construisez ou si vous dessinez, en imaginant que vous arrivez à le faire sur un plan, un très très grand cercle, et que vous mesurez le périmètre et que vous mesurez le diamètre et que vous faites le rapport entre les deux, si vous le faites avec assez de précision, vous n'allez pas tomber exactement sur pi. Parce que l'espace n'est pas ce qu'on appelle euclidien. L'espace, il est soumis à la loi correspondant à la relativité générale, et donc il y a une sorte de déformation qui est liée aux masses qui sont dedans. Et puis, en fait, pire, si on avait la capacité de mesurer le pi correspondant à un cercle donné avec une très, très grande précision, ça ne serait pas exactement le pi du mathématicien, mais pire, quand on déplace des masses autour de ce cercle, la valeur du pi du physicien, donc le rapport entre le périmètre et le diamètre, changerait quand les masses se déplacent autour. Donc le pi du physicien, jusqu'à 10 décimales, je pense qu'il correspond au pi du mathématicien, mais après, au-delà, c'est moins simple, et ça dépend en fait de la configuration des masses dans l'espace. Donc attention à prendre, c'est-à-dire que pi en physique, on ne pourrait pas dire, bah voilà, c'est comme le pi des mathématiques qui contient des millions et des millions de chiffres. Après la virgule, ça n'aurait pas de sens physique. Non, ça n'aurait pas de sens. Et pédagogiquement, est-ce que ça peut être utile de connaître pi, alors pas par cœur, hein, je parle bien de la construction de pi jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 chiffres après la virgule, ou ça ne sert à rien? Bon, je ne suis pas sûr de l'intérêt, parce que ça saute comme ça aux yeux, d'avoir cette vision de pi
aussi loin derrière les décimales derrière la virgule. Hein. Mais par contre, pi a ce pouvoir de fascination. Pi a ce pouvoir d'attraction. C'est-à-dire non, alors. Pi a ce pouvoir. D'abord, on n'en a peut-être pas parlé encore, mais ce don d'ubiquité de pi. C'est-à-dire qu'on peut le retrouver aussi quand on ne parle pas de cercle, quand on ne parle pas de périmètre. On peut faire des mathématiques et retrouver pi dans d'autres domaines des mathématiques. Et ça intrigue aussi. Ça intrigue aussi les étudiants, ça intrigue aussi les mathématiciens, ils en ont beaucoup ça les a beaucoup intéressés. Et peut-être on peut parler, par exemple, je sais pas, parce que ça a été réalisé ici, des aiguilles de Buffon, vous vous en souvenez Oui, on l'avait fait. On l'avait fait ici, les aiguilles de Buffon. On peut raconter le mode expérimental, peut-être. Ah, mais allez-y. Oui. Ah oui, bien sûr. Jean-Paul, je vais juste reprendre ici, je vais essayer d'échapper. C'est juste une photographie que je vais vous montrer. Alors, Buffon, c'est lui. Hein, vous voyez, et, il a vécu 80 ans, donc il a quasiment traversé le XVIIIe siècle. C'est un académicien, un érudit, hein, quelqu'un de très, très intelligent. Et là, la photo, elle est beaucoup plus récente. Elle date de 2021. Bon, je l'ai trouvée sur le site de l'UNESCO. Justement, le 14 mars. Pas aidé. Donc, on voit des étudiants. Ça se passe à Taïwan. Et qu'est-ce qu'ils font, ces étudiants? Eh bien, ils lancent des morceaux de bois. À l'époque de Buffon, c'était des aiguilles sur du parquet. Là, ça s'est un peu, je ne vais pas dire modernisé, mais ça s'est un peu coloré. Donc, ce sont des morceaux de bois, des baguettes, vous voyez, qu'on lance sur le sol. Et le sol, il est peint. Et on voit une représentation avec des bandes comme ça parallèles. Bon. Donc, vous voyez déjà une chose un peu rigolote, c'est la motivation de certains étudiants à lancer des baguettes sur un sol. Vous voyez, deuxième chose, qu'il y a beaucoup de baguettes lancées. La particularité, c'est que ici, la longueur d'une baguette ou d'une aiguille, si vous voulez, ça correspond à la largeur d'une bande colorée. Exactement. Alors si vous regardez, quand les aiguilles ou quand les baguettes de bois touchent le sol, quand elles sont posées au sol, il y a deux configurations possibles, deux cas possibles, soit, alors peut-être avec le curseur, je vais vous montrer, comme ici, soit l'aiguille vient ici couper la frontière entre deux bandes, soit elle ne coupe pas la frontière entre deux bandes comme ici. Vous voyez ici, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est pas du tout représentatif. Hein. Mais sur les 6 aiguilles, vous en avez 4 qui coupent la frontière. Voilà, donc on dit que sur les 6 aiguilles, il y en a 4, on a une probabilité là de 4 sur 6. Eh bien, on arrive à démontrer, Buffon l'a fait, que si on fait ça un grand nombre, cette probabilité, elle correspond à 2 sur pi. C'est-à-dire qu'on retrouve pi, on retrouve pi, alors de façon assez particulière, parce que Jean-Paul a montré que pi était un nombre transcendant, irrationnel, donc on ne peut pas trouver pi en faisant une fraction de deux nombres entiers. Par contre, ce que démontre Buffon, c'est qu'on va attendre, si on fait ça avec un grand nombre, théoriquement, on tend vers 2 sur pi, c'est-à-dire qu'on va retrouver la valeur de pi, ou une valeur approchée de pi, alors que vous voyez, là, très clairement, il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de diamètre, il n'y a pas de périmètre. Je veux dire, on n'est pas en géométrie, on est dans le monde de la probabilité, et on retrouve quand même pi. Et ça, c'est une particularité de pi, c'est de cette capacité à être rencontrée dans différents domaines de mathématiques. Peut-être avez-vous ici, ou peut-être pouvez-vous en parler, que justement, ça peut être la somme de, je sais pas, de nombres avec des carrés ou des choses comme ça. Voilà, il y a des formules où, pour le coup, il n'y a même pas de géométrie ou d'aiguille qui tourne, des choses comme ça. Et je vais donner un exemple très simple. C'est que si vous faites
la somme des inverses des carrés des entiers. Alors ça veut dire quoi? C'est 1 plus 1 quart, le carré de 2 c'est 4, donc on fait 1 quart, plus 1 neuvième, le carré de 3 c'est 9, donc on prend 1 neuvième, etc. Donc faites la somme des inverses des carrés des entiers, vous tombez sur pi2 sur 6. Et donc vous tombez sur quelque chose qui a un rapport avec pi, c'est pas pi exactement, c'est pi2 sur 6, mais a priori il n'y a même pas de géométrie du tout, c'est uniquement des nombres entiers, inversés, calculés au carré et additionnés les uns avec les autres. Et il existe un très très grand nombre de formules de ce type-là, ça s'appelle des formules de série, il y a aussi des formules de produits infinis qui font intervenir... C'est quoi une série? C'est quoi un produit infini? Une série, c'est ça, c'est quand on fait une somme de nombres de plus en plus petits. Quand je fais 1 plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 25, plus 1 16e, plus 1 25e, etc. J'additionne des nombres de plus en plus petits. J'imagine que je vais jusqu'à l'infini, mais comme les nombres deviennent de plus en plus petits, en fait, la somme totale, elle est quand même finie. Et c'est pour ça qu'on obtient éventuellement quelque chose comme pi2 sur 6, parce qu'en additionnant des nombres qui vont en décroissance, s'ils décroissent assez vite, eh bien la somme de cette infinité de nombres va être quand même un nombre fini. L'exemple le plus simple de série qui donne une somme finie et que tout le monde peut très bien visualiser, c'est de faire 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième. Attendez, on va essayer. 1 plus 1 demi, ça fait combien? Ça fait 2 moins 1 demi. Ensuite, quand on rajoute un quart, ça va faire 2 moins 1 quart. Quand on rajoute un huitième, ça va faire 2 moins 1 huitième. Quand on rajoute un 16e, ça va faire 2 moins 1 16e, etc. Et plus on en rajoute, plus on se rapproche de 2, et la somme infinie, ça va faire 2. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des séries, et des séries qui convergent vers pi, ou pi sur 6, ou pi sur 4, ou des choses comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Et donc ce sont des contextes mathématiques où on tombe sur pi, alors qu'ils n'ont rien de géométrique au départ. Et il y a des tas d'autres contextes en mathématiques où on rencontre pi. Donc c'est ce qu'on appelle la propriété d'ubiquité de pi, on le rencontre partout en mathématiques. En mathématiques, et je me souviens aussi. Et en physique aussi. En physique, oui. Ouais. Alors je pense qu'il est temps de demander au public ce qu'il pense du nombre pi. Et s'il désire avoir quelques renseignements sur ce fameux nombre. Nous avons ici, entretenu une petite discussion en se posant des questions, mais à vous, le public, de poser les vôtres. Une question par rapport au... On a vu avec la méthode d'Archimède comment on pouvait calculer pi. On a vu avec Buffon. Mais en fait, algorithmiquement, là, avec toutes ces décimales qui sont calculées sous la somme de milliards, etc. En fait, est-ce qu'il y a un principe qui est retenu pour déterminer ces décimales? Sur quoi ça se base pour trouver ces décimales? Est-ce que c'est trop compliqué pour nous l'expliquer peut-être? Alors, j'ai donné un exemple d'une série qui converge vers pi2 sur 6. En fait, il existe des séries, et elles ont été élaborées et affinées au cours du temps, qui convergent de plus en plus vite. Parce qu'en fait, celle que j'ai indiquée, là, 1 plus 1 quart plus 1 neuvième, etc., elle ne va pas très vite vers pi2 sur 6. Et tout l'art des mathématiciens, de certains d'entre eux, ça a été de concevoir des formules qui vont de plus en plus vite, c'est-à-dire qui vont vers pi de plus en plus vite. Et ce sont ces formules qu'on utilise. Mais alors on ne les utilise pas non plus n'importe comment. Là aussi, il y a eu des progrès qui ont été faits, même assez récemment. On apprend à utiliser les termes de ces séries de manière astucieuse sur un plan de calcul algorithmique, de manière à pouvoir aller très très loin dans la sommation, avec une série très efficace. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à obtenir des milliards, des milliers de milliards de décimales de pi. Donc c'est effectivement un progrès des mathématiques. On peut mentionner quelque chose qui est intéressant, c'est que vraiment sur cette question-là, les mathématiciens ont progressé, et en particulier ont
progressé à la fin du XXe siècle, et puis même, on dirait, au début du XXIe siècle. Pendant très longtemps, toutes les formules dont on disposait, elles conduisaient à des méthodes de calcul qu'on qualifie de quadratiques. Et ça veut dire quelque chose qui est assez simple, c'est que quand vous voulez doubler le nombre de décimales calculées, il vous faut 4 fois plus de temps. Si vous voulez multiplier par 3, il faut 9 fois plus de temps. Donc, c'est des méthodes qui permettent d'avoir... s'il vous faut 1 heure pour avoir 1000 décimales, ben, il vous faudra 4 heures pour avoir 2000 décimales. Pour doubler le nombre décimal, il faut 4 fois plus de temps. Avec une machine donnée, par exemple. Alors ça, ces méthodes-là, elles étaient assez efficaces. C'est avec cette méthode-là qu'on a pu calculer 1 million de décimales de pi. Et puis après, on s'est aperçu d'ailleurs, c'était une série de progrès dont certains sont utilisés pour manipuler justement des grands nombres en sécurité informatique. On s'est aperçu qu'on pouvait faire des multiplications autrement que ce qu'on apprend à l'école pour faire des multiplications, qu'on pouvait utiliser d'autres séries, etc. Et aujourd'hui, on a des méthodes qui sont quasi-linéaires, ce qui veut dire que pour doubler le nombre de décimales, il faut doubler le temps de calcul, à peu près. C'est un peu plus que doubler, mais pas beaucoup plus. Et du coup, on a une efficacité qui s'est accrue considérablement. Ça s'est passé dans les années 70, 1970, et du coup, on a pu à ce moment-là passer de 1 million à 1 milliard, à 100 milliards, à 1000 milliards, ce qui aurait été impossible si on en était resté aux méthodes quadratiques. Le fait de passer à des méthodes quasi-linéaires, ça a permis d'atteindre les quantités de chiffres qu'on calcule aujourd'hui, ce qui n'aurait pas été possible si on était resté aux méthodes quadratiques. Donc voilà, ce qu'on peut dire là-dessus. Évidemment, c'est un petit peu technique. Alors moi, je pourrais vous faire un exposé là-dessus si vous voulez, mais il faudra me donner un petit peu de temps pour ça. Dans quart d'heure, il faudrait que ce soit rapide. Non, présenter ces formules. Alors, il y a des mathématiciens extraordinaires qui sont intervenus là-dessus, et en particulier, il y a le mathématicien indien qui s'appelle Ramanujan, qui a proposé des formules, mais absolument extraordinaires. D'abord, quand on les voit, elles sont très très compliquées, mais elles ont la propriété que quand on calcule un terme de plus, on gagne, je ne sais pas, 50 décimales à chaque fois. À chaque fois, le fait de calculer, donc, quand je dis un terme de plus, c'est si on calcule 1 plus un quart plus un neuvième plus un 16e plus un 25e, on a une certaine précision sur pi 2 sur 6, donc une certaine précision sur pi. Et puis quand on calcule et qu'on rajoute un 36e, donc quand on rajoute un terme, on a une meilleure précision. Mais à chaque fois, quand on va utiliser ce type de formule-là, qui est très simple et qu'on peut même énoncer comme ça sans les écrire, on va gagner 1 ou 2 décimales au maximum. Tandis que les formules qui ont été proposées par Ramanujan, elles permettent de calculer, à chaque fois qu'on rajoute un terme, je sais pas, alors, 50 décimales d'un coup, voire plus que ça encore. Et donc, c'est grâce à des formules comme ça qui sont d'une efficacité absolument sidérante, et puis on ne comprend pas comment il a pu imaginer ces choses-là, que les méthodes de calcul ont pu devenir presque linéaires et non pas simplement quadratiques. Alors, il me vient une question que je pose à vous deux. Existe-t-il des nombres que je qualifierais d'algorithmiques? C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaîtra jamais, puisqu'ils sont infinis, mais qu'ils sont calculables grâce à un algorithme, mais dont on ne connaîtra jamais la vraie valeur. Est-ce que ça existe, ça, cette notion de nombre algorithmique? Tous les nombres, le nombre pi, en fait, si on est assez patient, on dispose de méthodes qui calculent toutes les décimales. C'est juste une question de patience. Si c'est infini, on ne peut pas. Non, mais au bout d'un certain temps, on aura 10 000, au bout d'un peu plus de temps, on aura 1 million, au bout de plus de temps, on aura 1 milliard. Si on dispose de machines qui ont assez de mémoire et qu'on est assez patient, le même algorithme va permettre de calculer indéfiniment. Simplement, évidemment, dans le monde concret, on est obligé de s'arrêter à un moment donné, et donc quand on s'arrête à un moment donné, on a par exemple 62 000 milliards de décimales et pas plus. Et puis aussi, on utilise des machines qui sont finies, donc qui ne disposent que d'une quantité finie de mémoire, et ça c'est aussi une limitation. Mais si on imaginait, mais il existe des méthodes de calcul, et celles qu'on utilise, elles sont toutes de cette nature-là, qui, si on alimentait l'ordinateur avec de nouvelles mémoires quand il en a
besoin, et qu'on le laissait calculer indéfiniment, il calculerait indéfiniment toutes les décimales de pi. Donc la limitation n'est pas dans les algorithmes on les connaît. La limitation, elle est de nature technique, soit en termes de mémoire, soit en termes de temps de calcul, qui est forcément fini quand on s'arrête. D'ailleurs, c'est décimales qu'on ne pourra jamais voir. Aucun regard humain ne pourra embrasser toutes les décimales qui sont aujourd'hui dans les disques durs des ordinateurs. Elles sont calculées comment, en base 10? Alors oui, ça c'est une question. Alors, les humains ont envie de voir les chiffres en base 10. Ouais. Donc en général, les calculs qu'on fait, ils aboutissent à la base 10. Mais bien souvent, il y a des méthodes qui calculent d'abord en base 2 et qui ensuite convertissent en base 10. Et une question qu'on n'a pas abordée pour l'instant, mais je veux l'évoquer parce que elle est quand même très amusante, c'est est-ce que les chiffres donc, calculés en base 10, ils sont comme tirés au hasard? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il va y avoir un dixième de 0, un dixième de 1, un dixième de 2? Est-ce que, comme si on lançait un dé à 10 faces, ça existe, et qu'on le lance indéfiniment, il y aurait une fois sur 10, ce serait un 1, une fois sur 10, ce serait un 0. On peut s'y attendre. Pardon? On peut s'y attendre. Alors, dans le cas de pi, la situation est la suivante, elle est assez intéressante, c'est qu'avec les décimales qu'on a calculées, on les a évidemment étudiées par algorithme, on les a pas regardées avec une loupe, je ne sais pas, mais on les a étudiées avec l'algorithme, on s'aperçoit que oui, c'est parfait, un dixième de 0, un dixième de 1, un dixième de 2, etc., avec une précision qui est, enfin donc des petites différences entre le nombre de 1 et le nombre de 2, qui sont exactement ce qu'on obtiendrait si on tirait au hasard avec un dé à 10 faces. Donc, le nombre pi, ces décimales se présentent comme si elles étaient tirées avec un dé. Mais on ne sait même pas démontrer, sur un plan mathématique, qu'il y a une infinité de zéros dans les décimales de pi. Ou une infinité de... On sait démontrer un certain nombre de choses. On sait démontrer que les décimales ne sont pas périodiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas reproduire un même schéma indéfiniment. Enfin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou un schéma plus compliqué, mais qui serait recopié périodiquement et mis les uns derrière les autres. C'est ce schéma. Donc ça, on sait que pi n'est pas périodique, parce que s'il était périodique, en fait, il serait rationnel, ça serait un quotient de 2 entiers, et on sait démontrer qu'il n'est pas un quotient de 2 entiers parce qu'il est transcendant, par exemple. Mais on ne sait même pas démontrer qu'il y a une infinité de zéros dans les décimales de pi. On le constate. Enfin, jusque la limite qu'on connaît des décimales, donc aujourd'hui 62 000 milliards, on s'aperçoit qu'il y a un dixième de zéro. Mais on ne sait pas démontrer qu'il y a une infinité de zéros. Il n'est pas inconcevable, ça semble évidemment infiniment improbable, il n'est pas inconcevable qu'à un moment donné, il n'y ait plus de zéro, qu'il n'y ait plus que des 1, des 2, des 3. Mais c'est évident que personne ne peut imaginer ça. Mais on ne sait pas le démontrer. Et du coup, ce type de question, c'est vraiment un type de question sur lesquelles les mathématiciens continuent de travailler et sur lesquelles, pour l'instant, ils butent. On n'y arrive pas. On ne sait pas le faire. Personne ne sait le faire. David, je vous disais que les mathématiques étaient vivantes. Oui. Elles vivent. Elles vivent. Et justement, vive dynamique, est-ce que vous avez la connaissance de machines mécaniques qui pourraient donner disons, quelques décimales du nombre pi? Est-ce que ça existe, ça? Je dis bien mécanique, pas algorithmique. Hein. Bon. Pas électronique, vous voulez dire? Oui. Les machines à calculer qui ont été élaborées, donc, qui étaient faites de roues, de roues de calcul, etc., donc qui ne comportaient pas d'électricité, enfin, qui n'utilisaient pas l'électricité et qui n'utilisaient pas d'électronique, elles étaient capables de faire un certain nombre de calculs. Je ne crois pas, à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont été conçus pour calculer des décimales de pi. À ma connaissance, il n'y en a pas. Mais elles étaient capables de faire des multiplications, etc. Et puis ces multiplications, pourquoi pas, on pouvait, et des divisions, on pouvait demander 1 plus un quart, plus un neuvième, si on voulait, à cette machine-là. Mais elle ne l'aurait pas fait automatiquement. Il y a la machine de Babbage, qui était une machine purement mécanique, qui était effectivement programmable, et donc à qui on aurait pu demander de calculer pi. Mais je ne sais pas si ça a été fait. Puis de toute façon, la machine de Babbage, elle a été dessinée par Babbage, donc il l'a entièrement conçue, mais elle n'a jamais été construite complètement parce que c'était trop compliqué, c'était trop coûteux.
Donc c'est une machine qui n'était pas électronique. Et est-ce qu'il Il était existe conçu, je crois, sur le principe de la carte perforée. Non, oui, on rentrait les programmes avec des cartes perforées. Oui, c'est ça. Un système de cartes perforées pour rentrer les programmes. Et c'était une machine programmable. C'est le premier ordinateur, c'est la machine de Babbage. Donc à la fin du 19e siècle en Angleterre. Et la première programmatrice, c'est une femme, c'est Ada Lovelace. de questions? Non? Je ne vois tout compris. Ah, donc il est plus fort que moi. Je suis désolé si je n'ai pas été compréhensible. Non, mais bien sûr, bien sûr. Samuel, peut-être? Oui. Moi, je voulais vous remercier pour la clarté de vos propos. En tout cas, au niveau d'une des diapositives, on voit dans le calcul des décimales de pi qu'il y a aussi une avancée informatique, puisque en 2018 et 2020, il y avait un temps de calcul qui était de l'ordre de 100 ou 200 jours, alors que les 62 000 milliards, c'était en 103 jours ou quelque chose comme ça. Donc ça montre aussi qu'il y a une évolution au niveau du calcul, au niveau informatique. Et j'ai l'impression que le nombre pi suscite beaucoup d'intérêt et permet de catalyser les choses et permet également, quelque part, la recherche de ce nombre et de ces décimales permet d'avancer dans le domaine des mathématiques et permet aussi d'avancer dans le domaine de l'informatique. Oui, c'est vrai. Il y a une remarque qu'on peut faire, c'est, vous savez tous que, c'est une évidence et tout le monde est confronté à ça, les ordinateurs progressent. Ils calculent de plus en plus efficacement, ils ont de plus en plus de mémoire, et ils progressent selon ce qu'on appelle la loi de Moore, qui n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais qui est encore vrai en changeant un peu les paramètres. Et la loi de Moore, elle dit, les progrès en informatique, c'est un doublement tous les 2 ans, ou tous les 18 mois, avec des variantes. Et donc, pour une somme d'argent donnée, au bout de 2 ans, si la loi de Moore est vérifiée, eh bien, vous pouvez avoir un ordinateur qui a 2 fois plus de mémoire et qui calcule 2 fois plus vite. Un doublement tous les 2 ans. Alors, si on s'était appuyé uniquement sur la loi de Moore, donc sur les progrès électroniques et informatiques pour progresser dans le calcul de pi, aujourd'hui on n'en serait pas du tout où on en est. Et justement, c'est ça qui est important, qui est intéressant de comprendre, c'est que les progrès informatiques auraient permis d'arriver peut-être à 2 millions, ou peut-être même à 100 millions de décimales de pi, mais si on a réussi à aller aussi loin que 62 000 milliards de décimales de pi, c'est parce que, en plus des progrès de l'informatique, il y a eu des progrès mathématiques dans la conception des mondes, de la multiplication rapide, dans la conception des séries qui permettent de calculer pi efficacement. Et donc, d'une manière générale, il ne faut pas attendre tous des progrès, je dirais, technologiques, des microprocesseurs, de la finesse des microprocesseurs. Ils vont nous donner des choses, mais il y a un certain nombre de choses qu'on n'obtiendra que si on progresse sur un plan mathématique. Et le calcul de pi, c'est vraiment un très bel exemple de ce point de vue-là. Les progrès ne sont pas uniquement des progrès de l'électronique, c'est des progrès dans la manipulation des nombres, donc aussi bien pour la sécurité informatique que pour la factorisation des nombres, etc. Il y a des progrès mathématiques aussi, et ils sont très importants. Merci. Moi j'ai une question à vous deux, mais peut-être plus particulièrement à Benoît. Pourquoi on utilise pi alors qu'un tour, c'est 2 pi? Ça, c'est une bonne question. C'est une question aussi d'actualité. Hein. D'ailleurs, il y a des partisans du taux qui est 2 pi. Quand on fait la correspondance entre plusieurs formules de calcul d'air, de calcul de périmètre ou de volume, on se rend compte que parfois c'était aussi pertinent de prendre taux comme constante qui correspond justement à 2 fois pi. Parce que, bon alors je n'ai pas tout ça en tête, mais par exemple l'aire d'un triangle à demi de basse hauteur, quand on fait l'aire
disques. Voilà, c'est plus simple en fait d'avoir cette correspondance entre... Pi ça paraît artificiel alors que 2pi ça paraît plus naturel. Exactement, c'est l'argument aussi qui est proposé dans ce type de réflexion. Il y a des partisans de tau qui est égal à 2pi. C'est un courant qui est tout à fait entendable, audible, on peut très bien l'imaginer. Nous, bon, depuis Archimède, on parle plutôt de pi. C'est tout à fait exact. Et on peut imaginer que, par exemple, s'il y a des martiens, ou plus loin, qui font des mathématiques, peut-être qu'eux, ils ont retenu comme constante, non pas pi, mais 2pi. En fait, c'est un peu arbitraire d'avoir retenu pi plutôt que 2pi. Mais bon, maintenant, on a choisi pi, on va le changer. Ouais. On fêterait certains fêtent le tau, le jour de tau, hein, donc le 28 juin, ils préfèrent ça au 14 mars, effectivement. Oui. Ben, écoutez, y a-t-il une dernière question? Peut-être jeune homme, non? Non. Alors, juste avant de conclure, moi j'en ai encore une. Après, je vous laisserai la parole pour que chacun donne sa conclusion sur le nombre pi. Et peut-être, la toute dernière que moi je poserai, bon, je ne la pose pas tout de suite, donc. Est-ce que pi peut avoir une relation avec ce qu'on appelle des fractales? Peut-être dans la répartition des nombres ou autre, sans disons, se lancer dans un grand débat sur les fractales, bien sûr, ça va être. Il n'y a pas de choses simples et évidentes, en tous les cas, à ma connaissance. D'accord. Et pour Benoît aussi? Je suis en train de chercher. Peut-être en topologie, on peut trouver les fractales elles-mêmes. Là, je suis un peu sec. Hein. Non, mais la question est difficile. Parce que j'avais lu des répartitions. En tout cas, elle est facile à exprimer, elle est beaucoup plus compliquée effectivement à répondre. On va peut-être passer dans des espèces plus compliquées pour avoir une autre notion de la valeur de pi. Oh, moi, je vois pas. Ah non, mais justement, ce sont peut-être des domaines de recherche. Alors. Voilà, mais je pense... si la vocation vous vient de creuser un peu. Oh là là, peut-être pas sur pi quand même. Hein. Alors, il me reste maintenant à vous demander à chacun de donner votre conclusion sur le nombre pi. Ça veut dire comment il a... Ce à quoi vous pensez, et puis la grosse question, c'est pi a-t-il un avenir? Est-il fini comme nombre? J'entends par là, non pas la suite, mais c'est-à-dire que ça y est, on a compris, on a trouvé, apparemment la réponse est non. Alors, pi est-il fini, c'est beaucoup plus facile à répondre que la question précédente. On le sait, ça a été dit tout à l'heure. Il y a une petite remarque qu'a faite Jean-Paul tout à l'heure qui moi, m'inspire toujours et me fait toujours un peu rêver par rapport à pi. Jean-Paul disait, par exemple, on ne sait pas dire, même si on en a l'intuition, on ne sait pas dire s'il y a un nombre fini de 0 dans pi, par exemple. Ce qui me fascine dedans, c'est que peut-être il y a des choses qu'on ne saura jamais. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais et qui seront malgré tout des sources d'inspiration, des sources de calcul, des sources de recherche, des inspirations d'ouverture et toujours d'essayer d'aller plus loin dans un domaine que peut-être on n'a pas encore l'idée, dont on n'a peut-être pas encore l'idée. On parlait tout à l'heure de nombre univers, on ne sait pas prouver si pi est un nombre univers ou pas. Un nombre univers, c'est un nombre qui contiendrait toutes les suites finies possibles dans sa décomposition en décimale. Ça c'est quelque chose qui est absolument fascinant, qui permet beaucoup de littérature, beaucoup de fantasmes, qui ouvre vraiment des horizons qui aujourd'hui sont encore infinis. Voilà. Et puis, puisque mon rôle, c'est aussi d'accompagner des jeunes vers une construction plus éclairée, vers des scientifiques, vers des gens des élèves, des lycéens, des collégiens,
moi je trouve que c'est bien de leur dire qu'on ne sait pas tout sur certains objets mathématiques. C'est normal qu'on ne sache pas. C'est normal, faire des mathématiques, c'est aussi se heurter à ses propres limites, et essayer de les surpasser, de les surmonter, et voir quelles sont aussi les limites que d'autres essayent de surmonter à côté. Voilà. Je trouve que c'est une approche extrêmement enrichissante pour un jeune qui voudrait se lancer par exemple dans une carrière mathématique. Et sur l'avenir du nombre pi, pensez-vous que l'apport des ordinateurs quantiques puisse changer quoi que ce soit? Moi, non, je ne pense pas que... Enfin, peut-être que je me trompe, mais non. Il y a beaucoup de questions mathématiques qui ne sont pas résolues à propos de pi, et je vais en citer une autre. Donc il y a celle, est-ce que pi contient une infinité de zéro? Est-ce que pi est un nombre normal? Est-ce que pi est un nombre univers? Mais il y a une question assez simple qui a été posée relativement récemment, c'est que un mathématicien canadien qui a un drôle de nom, qui s'appelle Simon Plouffe, a trouvé une formule qui permet de calculer les chiffres binaires de pi à un certain endroit sans avoir besoin de calculer ceux qui sont avant. Alors ça a étonné tous les mathématiciens. Mais sa formule et son idée ne fonctionnent que pour la base 2. Donc pas les chiffres de pi écrits en décimale, les chiffres de pi écrits en base 2. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il existe une formule équivalente pour la base 10 ou pour la base 5 Et la réponse est non. On ne sait pas. La réponse, c'est pas qu'il n'en existe pas, c'est qu'on en a cherché, et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, il y a un gros travail qui a été fait pour en rechercher, et on n'en a pas trouvé. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas calculer les chiffres de pi à un certain endroit sans passer par ceux qui sont devant. Et ça, c'est un peu... Et quand on se place en base 10, quand on se place en base 2, on sait le faire, mais en base 10, on ne sait pas le faire. Donc voilà, ça c'est une question. Et des questions mathématiques autour de pi, il y en a d'autres. Est-ce que les ordinateurs quantiques aideront? Moi je ne vois pas trop pourquoi, mais bon, peut-être que je me trompe et qu'ils aideront et qu'en tous les cas ils permettront de calculer encore plus de décimales qu'on sait en calculer aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir nos deux conférenciers. Et il me reste plus qu'à vous dire que nous vous réinviterons pour parler de pi, voire d'autres choses, comme pourquoi pas des cartes. Alors existe-t-il ce qu'on appelle des cartes de pi? On l'abordera peut-être une autre fois. Merci beaucoup. Messieurs, dames, merci. Bonne soirée.